La bourse en temps réel. L'actualité américaine avec, comme chaque jour, Grégory Volokin qui contribue à Intégral Bourse en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, la grosse actualité du jour pour vous, ce sont encore les résultats d'entreprise, notamment dans le secteur de la distribution. On va largement y revenir, mais juste un mot d'ambiance quand même Grégory sur cette guerre protéiforme, multiforme entre la Chine et les États-Unis. Ma question c'est de savoir, Donald Trump, la semaine dernière, l'administration américaine proclame à force de décrets, de listes noires, des attaques en règle contre Huawei pour hier relâcher la pression et accorder une période de grâce de 90 jours avant d'entrer dans le dur, on va dire, des restrictions les plus fermes qui pourraient s'imposer à l'équipementier télécom chinois. Pourquoi cette décision hier de relâcher la pression, Grégory ? Écoutez, si vous êtes un amateur de films policiers, dans un interrogatoire, il y a toujours un good cop, un bon policier, et un bad cop, un policier méchant. Et je dirais que c'est un peu ce qu'est en train de jouer l'administration américaine dans son processus de négociation avec la Chine, de négociation commerciale, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le but, c'est d'arriver à un accord commercial avec la Chine. Donc, évidemment, quand ils ont commencé à taper d'une façon très très dure sur les compagnies chinoises avec des interdictions de transfert de technologie, d'achat de pièces détachées américaines, etc. la semaine dernière, c'était le bad cop. Et puis, il faut aussi montrer aux Chinois, qu'on est prêt à discuter. Et puis surtout, il faut un peu couper l'herbe sous le pied des Chinois parce que l'administration, je pense, s'inquiète quand même aux États-Unis de représailles commerciale chinoise. J'entendais parler, peut-être même sur votre antenne, des métaux rares. Pourquoi pas, hein, la Chine est un gros producteur et évidemment les États-Unis sont un consommateur, mais on peut aussi imaginer d'autres niveaux de représailles commerciales. Donc je dirais que l'administration a mis un peu d'eau dans son vin dans un processus de négociation. C'est pas le moment de déboucher une bouteille de champagne à ce niveau-là, mais c'est quand même le fait, c'est qu'on est un peu rassuré. On va pas droit dans le mur, on ira peut-être dans 3 mois dans le mur, ouais, mais pas aujourd'hui. Ouais, on s'est donné un petit peu plus de temps pour essayer d'éviter le mur quand même, ça reste sans doute l'objectif et l'intérêt de tout le monde. C'est ce que rappelle encore une fois l'OCDE aujourd'hui à travers la publication de ces nouvelles prévisions économiques. Il y a urgence à mettre derrière nous ces disputes commerciales au risque sinon de voir la croissance mondiale changer de régime de manière assez rapide et assez violente. Grégory, l'actualité dans le secteur de la distribution, on est vraiment à la fin de la publication des résultats du premier trimestre et c'est toujours ce secteur de la distribution qui termine les saisons de publication. Alors, il y a du bon et du moins bon comme souvent. Enfin, je vois quand même beaucoup de rouge sur les écrans quand on regarde ce secteur, hein, des JCPenney, des Kohl's, des grands magasins là qui voient leur cours de bourse encore sévèrement attaqué après les publications du premier trimestre. Quels sont les enseignements peut-être généraux et plus spécifiques que vous retenez des résultats publiés aujourd'hui, Grégory ? Oui, par rapport à ces deux magasins, Kohl's et JCPenney, vous avez bien raison. Grosse déception, grosse baisse des titres. Le problème, je dirais, c'est que parmi ces deux magasins, il y en a un qui est Kohl's, qui donnait l'impression, et en fait plus qu'une impression, de faire tout ce qu'il pouvait pour être un des survivants dans le secteur de la distribution. Je m'explique. C'est une chaîne très bien gérée, mais par exemple, ils avaient, et ils ont toujours une très grosse initiative avec Amazon. C'est quoi cette initiative ? C'est qu'en fait, si vous faites un achat sur Amazon, vous pouvez aller le rendre et l'échanger dans un magasin Kohl's, ce qui est beaucoup plus pratique très souvent que de trouver une poste ouverte, par exemple, ou UPS ou FedEx. Pourquoi c'est plus pratique ? C'est que ces magasins Kohl's, d'après la compagnie elle-même, 80% des magasins sont à moins de 10 km d'un Américain, sont ouverts tard le soir, donc c'était vraiment une façon d'attirer les clients dans le magasin Kohl's. Pourquoi on voulait aussi attirer ces clients de Amazon ? C'est parce qu'ils sont plus jeunes que la moyenne d'âge des clients de Kohl's en général. Alors tout ça pour vous dire que là, je dirais, il y a une déception. Une compagnie qui essaie de faire le maximum. Ils ont même en plus introduit par exemple des petits magasins pop-up de Nike par exemple dans leur magasin. Donc laissons-leur le bénéfice du doute. C'était peut-être un mauvais trimestre, mais ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent et en principe, ils devraient s'en sortir. Ceux qui vont pas s'en sortir, je pense, c'est JCPenney qui va être sûrement, à mes yeux en tout cas, la prochaine faillite aux États-Unis. Vous savez que Sears est en faillite. JCPenney, il n'y a même pas besoin de parler des ventes, elles sont en chute libre, hein, moins 6% de ventes à magasins comparés. Mais il y a un chiffre qui est effrayant, c'est le chiffre de la dette. Pourquoi ? Tout simplement, JCPenney doit rembourser pour 4 milliards de dollars de dette d'ici l'année prochaine. Et quand vous regardez la capitalisation en bourse actuellement de JCPenney, c'est 350 millions. Donc, en gros, leur dette, c'est 10 fois leur capitalisation en bourse.
et ils perdent 40 cents, donc ils ont en gros un cash flow totalement négatif. Alors gros problème de ce côté-là. Deux autres chaînes de magasins, beaucoup plus rassurantes, je dirais, et assez intéressantes, c'est Home Depot. Home Depot, c'est toujours des très bons résultats, mais avec là un petit hic qui a été la météo au mois de février. Pour Home Depot, c'est justifié. Vous allez très souvent au printemps chez Home Depot pour acheter des plantes, pour acheter des matériels de jardinage. Il a énormément plu, c'est vrai que c'est des ventes qui sont reportées. Et puis, ils chiffrent un peu aussi l'impact potentiel des tarifs de 25% chinois en disant que ça leur coûterait quand même $1 milliard sur l'année. C'est quand même un gros chiffre. Pas de quoi s'affoler. Et puis une chaîne qui l'action baisse aujourd'hui, mais qui semble être vraiment la tête au-dessus du reste, c'est TJ Maxx. Et qu'est-ce que c'est TJ Maxx? C'est un peu, je dirais, le schéma de la chasse au trésor. Vous allez dans des magasins, c'est un fouillis incroyable, mais vous trouvez des bonnes affaires, des produits de marque qui sont démarqués. On va jamais chez TJ Maxx parce qu'on veut acheter quelque chose. On va chez TJ Maxx juste pour un peu comme on irait au marché aux puces, regarder et acheter des choses. Et là, les résultats, c'est constamment de la hausse et des hausses de magasins comparés de 5 à 6%. C'est incroyable quand même de voir, intéressant hein, de voir effectivement les modèles parfois extrêmes qui arrivent à trouver leur place et à résister face à la concurrence d'Amazon, mais il faut être vraiment sur des positionnements très particuliers ou avoir les reins très solides, type un Walmart qui est capable d'engager effectivement des investissements très lourds pour faire face à la concurrence d'Amazon. Voilà pour ce secteur de la distribution, toujours passionnant à suivre aux États-Unis. Grégory, si JCPenney est la prochaine faillite, Toys R Us, Sears, demain peut-être JCPenney, quand même, il faut bien avoir en tête ces enseignes-là, alors qu'ils sont sous protection du régime des faillites, mais qui ont quand même disparu du paysage de la distribution aux États-Unis ces dernières années. Je suis pas sûr que si on s'était posé la question il y a quelques années à peine, on aurait parié sur autant de faillites, en tout cas la disparition de ces enseignes-là spécifiques. Dans l'actualité, Grégory, également, il y a un deal intéressant, un deal qui vous intéresse dans le secteur de la santé. C'est Merck qui rachète une biotech, alors pour un peu plus d'1 milliard de dollars, une biotech qui avait prévu de s'introduire en bourse demain. Et donc finalement, Merck préfère racheter directement cette biotech plutôt que de l'avoir mise sur le marché. Oui, et ça, c'est extrêmement rare. Hein. C'est-à-dire que donc, cette compagnie, elle avait non seulement prévu de s'introduire en bourse demain, mais en plus, ils avaient déjà relevé le cours de l'introduction en bourse de 15 à 17 dollars parce que la demande institutionnelle était excellente. Cette biotech s'appelle Peloton. Ils voulaient s'introduire à 17 dollars. Merck arrive et en fait, Merck, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on vous rachète, on paye en cash. Et en plus, si vos médicaments en développement apporte des résultats très satisfaisants sur les prochaines années, on rajoute encore une prime dans cet achat. Alors, juste pour donner un chiffre, la compagnie voulait s'introduire à 17 dollars. L'offre totale de Merck est de 51 dollars. Énorme différence. Donc, évidemment, le management de Peloton se dit, au lieu d'avoir 17 dollars dans le marché, avoir 51 dollars avec Merck qui va aider à développer nos médicaments, c'est franchement une offre extraordinaire. L'autre chose, c'est que c'est très intéressant ce que fait Peloton. Ils sont peut-être les seuls à le faire. C'est du traitement contre le cancer, mais une chose très particulière, en fait, c'est de priver d'oxygène les cellules cancéreuses. C'est ça, en gros, la technologie de Peloton, en fait, d'asphyxier le développement des tumeurs et des cellules cancéreuses en les privant d'oxygène. C'est une nouvelle thérapeutique qui a peut-être beaucoup d'avenir. Voilà pour ce deal, effectivement, c'est assez rare pour être souligné. La veille de son introduction en bourse, cette biotech Peloton rachetée pour un peu plus d'1 milliard de dollars par Merck. Grégory, un mot pour finir de Tesla. Enfin, on en parlait déjà avec vous hier, avec des analystes qui sont quand même en train de tourner Kazakh, les uns après les autres. Là, ils sont en train de réviser leur jugement sur Tesla. Est-ce que, aujourd'hui, c'est Morgan Stanley, l'analyste de Morgan Stanley, qui s'y met d'une certaine manière, Grégory, en présentant un scénario catastrophe dans lequel il a un objectif de cours à 10 dollars sur le titre Tesla. On est autour de 200 dollars aujourd'hui. Est-ce que c'est Morgan Stanley qui veut faire le buzz? Et je crois que l'info est quand même pas mal reprise par les médias financiers américains aujourd'hui, les grandes chaînes financières, Grégory. Ou est-ce que non, il y a un sujet suffisamment sérieux pour envisager ce genre de scénario du pire aujourd'hui? Alors, c'est absolument clair qu'ils font le buzz. Et c'est aussi sûrement volontaire de faire le buzz sur une analyse. Mais il faut aussi se souvenir d'un certain Henry Blodgett, un analyste,
qui avait fait le buzz en disant un jour Amazon sera à $1000, et c'était il y a bien longtemps, et tout le monde s'était moqué de lui en disant mais il est complètement fou, il a dû fumer trop de pétards. Donc attention, buzz, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Or, dans l'analyse de Morgan Stanley, il y a un élément que moi j'ai assez souvent souligné et que je trouve être peut-être un des arguments principaux pour être très douteux sur le business plan de Tesla, c'est que Tesla compte beaucoup sur la Chine pour se développer. Très bien, pas de problème. Et pour le moment, Tesla, pendant des années, a été le seul constructeur vraiment à produire des voitures électriques en Chine. Sauf que maintenant, les Chinois, comme dans d'autres domaines, se sont lancés eux-mêmes dans leur propre production de véhicules automobiles électriques. Ce qui veut dire qu'en fait, la concurrence pour Tesla, ça sera pas seulement BMW et Audi aux États-Unis ou en Europe, ça sera dans un marché qui était le relais de croissance, la concurrence des constructeurs automobiles chinois. Et je dirais c'est un peu une leçon pour toute l'industrie. Tôt ou tard, à mes yeux, et je le répète, j'aurai sûrement raison un jour, des monstres sacrés, on peut parler de Airbus et de Boeing, on peut parler des constructeurs automobiles, un jour ils seront face à la concurrence de constructeurs nationaux chinois et qui arriveront à avoir des produits, que ce soit des avions, des voitures ou je ne sais quoi d'autre, qui seront à la hauteur, je dirais, technologique et de qualité de ce que nous utilisons de nos jours. Des téléphones peut-être un jour. Je rigole évidemment. Ils ont très largement déjà envahi le marché des smartphones, bien sûr. C'est un des sujets du moment. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous tous les jours en duplex depuis New York. Le président de Mescard Financial Services. Quittons les États-Unis, quittons la guerre Chine-États-Unis qui occupe évidemment